Bienvenue dans ce 7e numéro de l'FC pour l'exercice 2021 avec un programme toujours bien chargé puis nos invités que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Mais voyons d'abord le sommaire de cette émission. Nous parlerons du premier tour des matchs de Ligue des Champions et des playoffs pour la Coupe de la Confédération et d'autres infos sur le foot du continent. Deuxième grand titre, le débrief du CHAN. Il y a encore des choses à dire et nous verrons le pays qui accueille le prochain CHAN et un clin d'œil aux infos internationales. Troisième grand titre, ce sera sujet des problèmes qui touchent toutes les jeunes femmes, également dans le milieu du sport, les facultés et d'autres secteurs. Une vague de dénonciation, il s'agit bien sûr de l'inceste et une athlète ancienne grande basketteuse, victime justement à l'âge de 14 ans, sera sur notre plateau dans quelques instants. Et nos invités, il y a tout d'abord Issa Doumbia, ex-pensionnaire et stagiaire au Barça. Il est de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs à l'équipe d'Africa 24. C'est encore un plaisir d'être sur ce plateau en direct. Bonjour. Et puis il a fait un troisième livre que nous vous présenterons dans la deuxième partie de cette émission. Et puis monsieur Alain Fabien, le plus playboy des Camerounais. Alain, bonjour, consultant. Il est bien sûr camerounais, vous l'avez compris. Bonjour José, bonjour à vos nombreux téléspectateurs et je dois rappeler qu'on vous regarde à travers Puma où il y a deux frères billets qui ont écrit de nom dans l'histoire du football camerounais. Donc c'est l'occasion de dire bonjour à la famille Sontama qui regarde José de très 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 près et on vous trouve très brillant. Ça pourrait gêner de ne pas le préciser. Non, c'est une équipe. Avant de retrouver les jingles, mais c'est quelle actualité en deux mots qui vous a marqué durant ces 48 heures? Durant ces 48 heures, j'ai été franchement, je suis un peu revenu sur la dernière compétition, d'accord. Donc je suis vraiment épaté par la grande évolution du Mali qui est en train de monter en grande expansion et voilà, un grand clin d'œil à tous les téléspectateurs maliens qui nous suivent vraiment très vivement et qui me demandent tout le temps de vous faire un grand salut. Donc je profite de l'occasion pour dire bravo pour votre excellent boulot. Alain Fabien. Ce qui m'a marqué, c'est souvent deux volets. Je dois quand même le faire par nombrilisme. Je pense que le CHAN 2021 a écrit son nom dans l'histoire. Je pense que quand on est même au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, un peu partout, on est heureux d'avoir des enfants africains qui savent écrire le nom dans l'histoire. Et ça a donné une dimension féerique. Ça, on n'oubliera jamais, 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 jamais. Merci, messieurs. À la une de ce magazine. Et nous parlons pour commencer de la Ligue des champions de football, première phase de groupe avec des matchs très intéressants. Vous allez voir sur le tableau d'ici quelques instants. Eh bien, Al-Ali est tenant du titre, vous le savez. Il se trouve dans un groupe avec les Congolais de l'AS Vita Club, les Sénégalais de Tonguet. Eh bien, FC ont surpris en éliminant le Raja de Casablanca. Le TP Mazembe sera aussi l'une des équipes à suivre, ainsi que le Wydad de Casablanca. Alors, nous allons sans plus tarder voir les résultats de cette première journée avec tout d'abord le groupe A. Vous allez voir, Vita Club a été mis en échec face à Simba, 1-0, toujours en groupe A. El Merreikh et Al-Ali vont jouer donc ce mardi 16. En groupe B, nous enchaînons avec CR Belouizdad qui a fait match nul avec le TP Mazembe 0-0 et Al-Hilal Omdurman, Mamelodi Sundowns, 2-0 pour Mamelodi. En groupe C maintenant, Oroya continue à nous surprendre. Oroya qui bat Petro Luanda 2-0. Et l'équipe de Wydad Casablanca et Kaizer Chiefs, ce match a été remis. Et puis le groupe D pour terminer avec Sinis qui a battu Tonguet sur le score de 2-1 et Zamalek qui a fait match nul avec le MC Alger 0-0. Mais c'est ce que vous a marqué pour cette première journée? Quelques commentaires, peut-être ça d'abord? Moi, j'ai été surpris par la défaite de Tonguet qui est vraiment une bonne poule, c'est-à-dire c'est de bons grains et je pense que le football sénégalais aujourd'hui est en train de vraiment s'exprimer avec Djamba et tout. Donc je pense qu'ils sauront se rattraper au plus vite et après on attend de voir le tenant du titre Al-Ali qui s'est pas encore exprimé, mais je pense que c'est toujours la même dynamique et ils font la fierté de l'équipe d'Algérie. Donc on attend beaucoup d'eux aussi dans cette compétition. On a parlé de sorcellerie du côté de Tonguet. Il semblerait qu'il y ait un objet donc, dans les buts sénégalais, finalement un objet non identifié. Et les Tunisiens ont pensé que c'était du gris-gris.
Ah ouais, ça c'est vraiment un sujet très sensible qui reviendra toujours. C'est-à-dire, mais après, sincèrement, je préfère m'abstenir de parler de ce thème-là. Je préfère m'abstenir. Allez, vous avez enquêté sur cette histoire de Grégory de Tonguet, l'équipe sénégalaise. C'est vrai ou faux? J'ai enquêté là-dessus, José, sauf que ce que vous avez oublié, simplement de dire, c'est qu'à la fin, les gens qui ont été blâmés pour la sorcellerie, c'est eux qui ont perdu. Donc ça démontre effectivement que la sorcellerie, la vraie sorcellerie, c'est jouer au football, c'est entraîner le matin du soir. La Tunisie a malgré, c'est pour ça que je dis que malgré que, puisqu'on a dit qu'il y a un gardien qui aurait jeté dans les buts un objet un peu douteux. Douteux, et puis ça a créé toute une synergie de tout le monde qui a commencé à s'agiter. Non, je pense simplement qu'il faut qu'on éduque nos enfants à bien jouer au football, à bien s'entraîner, à être disciplinés, et que pour que ce genre de choses n'arrive pas. Mais je voulais quand même entamer sur la Tanzanie, parce que j'ai vu qu'il y a maintenant des équipes qui ne viennent plus en victime expiatoire. Tout à fait. Il y a FC Simba qui était leader du groupe. C'est incroyable. Là, c'est une note qu'il faut marquer en plus. Et même Tonguet aussi, l'équipe sénégalaise qu'il faut suivre, parce que depuis 2 ans, cette équipe nous surprend. Même pas depuis 2 ans, ça fait 8 ans quand même que l'équipe est en routine, parce que les gens y parlent de 2 ans, parce que c'est sur la vitrine. Ça fait 8 ans quand même que le président de Tonguet essaie de se battre. Dommage qu'il soit accusé sur un fait un peu divers. Il va pas s'attarder sur ce genre de paramètres. Messieurs, nous attardons 2 minutes sur la RDC avec les deux équipes, l'équipe du TP de Mazembe, Pamphile Miao qui est revenu à la tête de cette équipe du TP Mazembe a dit on n'a pas concrétisé les occasions qu'on avait, il était un peu déçu. Et puis Florent Ibenge s'est énervé, l'entraîneur de Vita Club, qui disait aux journalistes, eh bien, je suis responsable, je suis entraîneur après le match, je suis l'entraîneur, donc dites à ma présidente de me virer. Là, il y a un peu de pression peut-être aussi, non? Bien évidemment, vous savez, lorsque vous êtes sur le terrain, j'ai été entraîneur, là je profite pour vous annoncer que je suis agent FIFA maintenant, je viens d'avoir le titre. Alors bien évidemment, félicitations. Merci beaucoup. Bien évidemment, lors d'une rencontre, lorsqu'on n'a pas forcément les résultats qu'on espérait, il y a des tensions qui montent à la fin des rencontres. C'est vraiment un moment de stress très cumulant. Donc du coup, cette expression-là, je pense que c'était sous l'effet de la chaleur, l'effet de l'émotion. Mais bien évidemment, après, dans les coulisses, ils vont essayer d'arranger. Oui, on n'est qu'à la première journée, Alain, il ne faut pas s'affoler. Oui, mais quand un entraîneur dit ça, ça veut dire qu'il en a ras-le-bol, il en a un petit peu marre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la gestion administrative et qu'il faudrait maintenant qu'on remette l'église au centre du village. Et une fois qu'on remet l'église au centre du village... Parce qu'il ne faut pas oublier, Alain, qu'il était à la tête de l'équipe après. Absolument. Et il doit être épuisé quand même, parce que c'est un enchaînement de matchs avec des émotions et surtout des résultats contraires, parce qu'on attendait quand même le Congo au niveau de la finale de la Coupe du championnat d'Afrique des Nations. Le Congo n'est pas arrivé, et peut-être même que ce sont ces pressions complètement obscènes qui énervent un petit peu le coach. Il en a peut-être ras le bol, mais je pense qu'il va revenir à de meilleurs sentiments, comme le disait tantôt mon confrère. Nous allons voir maintenant la Coupe de la Confédération, messieurs. On joue les playoffs également, et nous allons voir l'ensemble des résultats qui vont s'afficher. Voilà, donc vous voyez comme moi-même, avec le match remis entre l'équipe d'Augusto et Namungo. Les autres résultats, vous le voyez, la victoire de, comment dirais-je, la défaite de Salitas, pardon. Il y a la victoire aussi de Coton Sport. Vous voyez l'ensemble des résultats. Jaraf aussi qui a gagné, ça c'est bien. Bon, je ne défends pas les équipes sénégalaises, mais ça c'est un bon résultat. Et puis Sétif qui a également gagné. Nous allons enchaîner avec un deuxième tableau, messieurs, et vos commentaires dans quelques instants. Deuxième tableau avec Stade Malien. Tiens, les Maliens sont là, qui ont gagné contre JS Kabylie. Il y a quoi encore comme Enyamba qui a remporté son match. Du Nigeria. Il y a Gormaya qui a perdu, donc devant Napsa. Et puis un troisième tableau, pour terminer avec la Coupe de la Confédération, le score du CS Sfaxien face à S Kigali. Et puis la victoire également à l'extérieur de Pyramides face au RC Abidjan, Côte d'Ivoire, qui a pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe, Issa? Moi, je veux vraiment évoquer ce sujet-là. Franchement, je pense que la Côte d'Ivoire, nous sommes en crise sportive au niveau du football. C'est vraiment pas évident d'aborder parce que c'est vraiment pas propice. Mais je pense que vu la saisie au fait de la FIFA, nous espérons que très vite il y aura
l'engagement des élections afin que je lance là l'appel. Les Ivoiriens ne peuvent se prendre qu'à eux-mêmes. Oui, après, c'est parce des que problèmes qui ont... c'est à eux d'organiser leur football. C'est des problèmes qui datent depuis longtemps. Je pense que là, ça a vraiment pété. Et au jour d'aujourd'hui, nous espérons que les élections se passeront bien. Et j'ai confiance en monsieur Idriss Diallo. Monsieur Idriss Diallo, qui est une figure emblématique du football ivoirien, qui connaît bien la maison et qui connaît bien le championnat local. Nous espérons qu'il pourra, bien évidemment, avec l'aide de la jeunesse et du sang frais, rebondir la situation pour qu'on puisse retrouver la crème de 2006 avec la génération. Pour l'instant, on ne va défendre aucun candidat. Parce qu'il y a Didier Drogba aussi dans l'opération. Donc, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, mais après, je pense que Didier Drogba, il n'a pas forcément l'expérience du terrain. Au jour d'aujourd'hui, on voit que nous sommes face à une situation perplexe, très compliquée. Donc, il faut vraiment quelqu'un parce qu'il est défendu, Idriss Diallo, par les anciens footballeurs. La Fédération des anciens footballeurs. Donc nous espérons que tout se passe bien. Et ça, ce sont les urnes. Tout se passe qui bien. Vont faire la espérons déjà que nous allons laisser Alain son point de vue aussi là-dessus. Il est difficile de parler de la Côte d'Ivoire sans parler de l'emblématique avançante Didier Drogba. Dans la restructuration du football ivoirien, on avait pensé simplement que Didier Drogba n'avait pas d'expérience. Mais comment voulez-vous avoir l'expérience si vous n'avez pas ça par pochette surprise? Non, il faut simplement dire au peuple ivoirien qu'on organise son football avec tous les Ivoiriens, les administrateurs, les gens du football, et que si on ne veut pas faire confiance à un footballeur, il ne faut pas qu'on dise qu'il n'a pas d'expérience, parce que Didier Drogba, c'est quand même une figure emblématique au niveau mondial, et que de l'avoir au niveau des instances de football ivoirien, c'était un plus, mais apparemment la Côte d'Ivoire en a décidé autrement. Il faut respecter les candidats qui vont être élus. Donc voilà, donc j'imagine simplement que la Côte d'Ivoire va retrouver ses lettres de noblesse, parce qu'on les attendait par exemple pour Chan, on ne l'a pas vu. Donc ça a créé une faiblesse abyssale au niveau des équipes africaines. C'est dommage, mais bon. On aura l'occasion d'en reparler aussi, de ce football ivoirien qui est en train de plonger. Mais je pense que ce football va rebondir sans aucun doute. Nous allons parler, messieurs, maintenant des élections à la présidence de la CAF. Ce sera le 12 mars précisément. Monsieur Hamad Hamad, vous le savez, est en grande difficulté, suspendu. Et par contre, il y a d'autres candidats que vous allez voir, comme l'Ivoirien Monsieur Jacques Anouma, le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahya. Avec ces images, messieurs, donc nous voyons M. Anouma, vous souhaitez que ça soit lui, votre compatriote? Tout à fait, bien évidemment, à 99,99%. Jacques Anouma a fait les beaux jours de notre football. Et nous avons vu que franchement, il a contribué aux journées dorées de la Côte d'Ivoire. Il nous a aidé avec notre première qualification au mondial en 2006. Nous voyons M. Motsepe, là c'est M. Senghor. Oui, M. Senghor aussi qui a une expérience. Il est vraiment très respecté dans le football sénégalais. Il a beaucoup apporté. Donc je respecte tous les candidats. Mais mon coup de cœur reste Jacques Anouma, bien évidemment. Oui. Nous allons laisser la parole aussi à Alain. Alain, donnez votre avis sur ces élections. Oui, mais... Il y a Ahmed Yahya aussi. Attention aux Mauritaniens. Oui, mais il n'a pas dit son dernier mot, messieurs. Moi, déjà, je dénonce d'abord l'entrisme qu'il y a au niveau au sein de la FIFA pour commencer à guider un candidat, parce qu'il y a deux candidats que vous n'avez pas cités dès le départ, que peut-être qui sont vers la fin. Il y a M. Yahya. Et, M. Yahya est passé sur l'antenne. Motsepe, oui, ils sont passés. Bon, on va laisser les images défiler, allez-y. D'accord. Et je vous dirai, je vais reconfirmer. Vous voulez créer l'embargo pour créer l'entrisme pour que ces gens soient élus. Mais je pense quand même que... Monsieur Motsepe, vous le voyez là, Motsepe, il est là. Voilà. Le milliardaire, il faut le dire. Hein. C'est pas souvent, chaque fois ça arrive qu'on ait des gens qui ont des gros cordons de la bourse. Jacques Anouma qui s'est battu avec M. Issa Hayatou, qui est toujours là et qui a 70 ans. Et on espère simplement que peut-être que la fleur de l'âge va faire ça, c'est que peut-être qu'on puisse prendre pour l'expérience. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, Hamad Hamad. Hein. Moi, ça reste peut-être pas. Allez, on saura le 2 mars, précisément parce que le tribunal arbitral du sport doit rendre une décision. Juste rajouter quelque chose rapidement. Monsieur Hamad Hamad, pour l'instant, le TAS, il peut battre campagne jusqu'à la décision. Donc je pense que lui... Il connaît la maison et il est vraiment avantageux dans ces élections-là parce que s'il est blanchi, il reprend ses fonctions automatiquement, systématiquement. Donc du coup, il sera un candidat vraiment phare. Il reste un adversaire redoutable. Exactement. Messieurs, merci pour ce point de vue. Nous allons voir d'autres images parce que dans l'AFC, c'est ça, les images doivent
être privilégié. La CAN des juniors, justement, qui a débuté en Mauritanie et hier, le Cameroun, enfin ce dimanche, le Cameroun, vous voyez la présentation des équipes, le Cameroun a battu l'équipe de la Mauritanie junior sur le score de 1-0. Alors donc, c'était bien sûr aussi la cérémonie d'ouverture avec de la danse. Les 12 nations participantes ont été présentées. La cérémonie était riche en couleurs. Donc, sachez qu'en ce qui concerne les résultats, eh bien, je vous l'ai dit, Cameroun bat Mauritanie 1-0. Et puis ce lundi, on va jouer, mais c'est surtout ce mardi, il y aura un certain Ghana, Tanzanie et Gambie contre l'équipe du Maroc. Messieurs, un petit mot rapide. La pelouse, elle est belle, hein? C'est du synthétique ou pas? Oui, elle est belle. Je pense que oui. Ça rappelle simplement ce qui s'est passé au CHAN 2021. C'est pas toujours que je vais faire une apologie extrêmement extravagante au niveau du Cameroun, mais quand on voit des pelouses comme ça en Afrique, toute l'Afrique doit être contente maintenant, parce que avant, quand on venait jouer dans des pays voisins, on avait toujours peur, on avait un facteur qui était un facteur grave, c'était d'abord la pelouse, hormis l'adversaire qui était l'adversaire immédiat. Aujourd'hui, maintenant, quand on s'en va jouer en Afrique, on est heureux de jouer partout en Afrique. Ça, c'est déjà quelque chose de fondamental. Il s'appelle Sami Maé, il est marocain, né en Belgique, 4 sélections et nous avons décidé de vous le présenter aujourd'hui. Il parle du championnat belge tout d'abord. Sami Maé, il est marocain. Joueur de l'équipe nationale et joueur de Ferencváros aujourd'hui. Donc voilà, j'ai un peu parlé de mon parcours. J'ai commencé tout petit dans un petit club près de chez moi. C'était pas pro, c'était vraiment un club basique, un club amateur. Et puis vite, on a été repéré avec mes frères pour aller au FC Brussels, qui était à l'époque RWDM et qui jouait en Division 1 en Belgique. Là, on a fait nos années de formation. Je crois qu'on est resté 5-6 ans au Brussels. Et puis, moi, en U15, donc quand j'avais 15 ans, je suis parti à Gand avec tous mes frères. De là, on a j'ai 3 ans. Donc, j'ai fait de U15 à U19 avec Gand. Et après, le Standard nous a contactés pour venir signer là-bas. Et puis à l'âge de 17 ans, j'ai été au Standard. Et c'est là aussi que j'ai signé pro et que je suis passé aussi chez les professionnels. Après, comme j'avais pas trop de temps de jeu et que je voulais aller chercher du temps de jeu, pendant ma dernière année de contrat, j'ai été en prêt en Hollande à MVV, Maastricht, là où j'ai joué toute une saison. Et après mon prêt, je suis parti à Saint-Tron. Et à Saint-Tron, je suis resté 2 ans et demi, jusque là récemment. Et aujourd'hui, je viens de signer en Hongrie, dans le club de Ferencváros. L'année passée, donc fin d'année passée, j'ai aussi été appelé pour la première fois avec l'équipe nationale du Maroc. Ça a été un grand plaisir et voilà, ça s'est bien passé. J'ai déjà fait 4 matchs donc avec l'équipe nationale du Maroc, 2 matchs amicaux et 2 matchs de qualification pour la CAN. C'était en fin d'année, en octobre et en novembre. Et avec cette équipe nationale, j'aspire à des grandes choses parce qu'on a vraiment une très belle génération avec beaucoup de qualité, on s'entend bien, on est tous sur la même longueur d'onde, on a tous les mêmes objectifs. Donc je crois qu'avec ce groupe, on pourra vraiment aller chercher quelque chose de beau. Et ouais, les objectifs, c'est clairement déjà se qualifier pour la CAN et la gagner si possible. C'est notre objectif en tout cas. Et c'est la fin de la première partie de cette émission. Reste avec nous, nous allons débriefer sur le CHAN en deuxième partie. La deuxième partie de cette émission, vous regardez les titres, nous parlerons du CHAN. Nous ferons un débrief justement avec les images des joueurs marocains qui ont bien célébré cette victoire. C'était face au Mali. Et puis deuxième ou troisième partie, nous parlerons des sujets qui touchent les jeunes femmes. Et vous voyez donc sur ces images Pauline Ekambi, ancienne basketteuse de haut niveau, qui est venue nous parler aujourd'hui dans cette troisième partie de ce qu'elle a vécu à l'âge de 14 ans. C'est l'inceste. Eh bien, il y aura beaucoup d'émotions tout à l'heure sur ce plateau. Et puis Sadoum Biaye, toujours avec nous, ainsi qu'Alain Fabian, que vous allez voir aussi, 2 stars du petit écran qui sont encore nos invités pour commenter le football africain.
Un mot sur la Coupe du Monde pour commencer, mais avant cela, nous allons retrouver le jingle pour le football international. Et je vous disais, messieurs, donc un mot sur la Coupe du Monde des clubs. Al-Ahly d'Égypte qui s'est fait éliminer en demi-finale par les Allemands du Bayern 2-0. Vous allez voir en image tout à l'heure, grâce à Robert Lewandowski, toujours très bon, qui de la tête inscrivait le premier but grâce à un joli centre de Benjamin Pavard à la 8e minute. Il faut aussi souligner le bon comportement de Benjamin Pavard et aussi de Kingsley Coman au cours de ce match et Serge Gnabry toujours présent. Les Égyptiens ont tenté les choses sans tromper le gardien et puis Lewandowski mettait fin aux espoirs égyptiens, donc avec un deuxième but et les Bavarois affrontaient en finale les Tigres du Mexique d'André-Pierre Gignac battu 1-0 grâce à un but cette fois de Benjamin Pavard et cerise sur le gâteau pour Al-Ahly qui prend la 3e place après avoir battu les Brésiliens de Palmeiras 3-2 à la fin du temps réglementaire. Messieurs, vous avez suivi un peu Al-Ahly, c'est bien? Ouais, c'est bien. Une compétition internationale, finir 3e. Ça fait plaisir, ça parle de la bonne structuration, de la bonne gestion administrative, comme on évoquait tout à l'heure, Alain. Franchement, c'est un plaisir de voir l'Afrique tant au sommet, mais il faut souligner que les Bavarois, ils ont fait un sextété, comme on dit en espagnol chez nous. Donc, du coup, il faut vraiment féliciter l'ensemble de mes compatriotes, je dirais Serge Gnabry qui est ivoirien de base. Donc, du coup, ça fait vraiment plaisir de le voir à un tel niveau. Et voir l'équipe de Bayern, franchement, au jour d'aujourd'hui, je dirais peut-être Manchester City. Oui, on va être un peu court. Mais franchement, l'équipe de Bayern est à féliciter. Oui, mais vous n'avez pas parlé de Choupo-Moting, je ne sais pas pourquoi. Alain faisait la tête. Au moment où vous parliez, Choupo-Moting aussi compte dans cette victoire du Bayern. Et non seulement il compte dans cette victoire, il est très épanoui. Et d'où, c'est-à-dire qu'il a retrouvé la rigueur, la discipline allemande. Donc voilà, maintenant Choupo-Moting est exactement à sa place. Non, de toute façon, ça fait énormément plaisir de voir le Camerounais complètement être en grande joie là-bas du côté des Bavarois, où beaucoup, même ici, penseraient qu'il n'allait pas jouer là-bas. Et là, Choupo-Moting a donc démenti effectivement qu'il était un candidat sur qui il fallait compter jusqu'à la fin de la saison et pourquoi pas plus tard. Oui, et nous allons débriefer maintenant à propos du CHAN, où nous allons revivre la cérémonie de clôture avec, bien entendu, la mascotte du CHAN, Tara, que vous allez voir dans quelques instants. Une cérémonie de clôture qui était très dynamique et colorée avec des expositions de culture africaine, des chorégraphies et des prestations d'artistes populaires que nous n'allons pas voir, bien sûr, sur ces images. Alors, nous apporterons quelques commentaires, mais d'abord, à la finale du foot de rue avec un grand personnage qui était présent, retrouvons pour le reportage Séverin Douqueux. Voilà une surprise pour nos jeunes footballeurs. Un personnage emblématique présent au village du CHAN à l'occasion de la finale du tournoi de football de rue organisé en marge du CHAN 2020. Jean-Paul Lacono, ancien lion indomptable ayant participé à la Coupe d'Afrique des Nations en 1972 et ancien coach des Lions indomptables, l'homme est venu vivre des moments forts et de partage avec ces jeunes qui lui rappellent son enfance dans les rues de Yaoundé. Nous l'avons fait aussi, ce football de rue, mais beaucoup plus structuré. On était nous-mêmes les arbitres, n'est-ce pas? Et puis ça marchait très bien. Le football de rue attire de nombreux curieux. Pour ces jeunes footballeurs d'un autre genre, c'est aussi l'occasion de réaliser leurs rêves. Je suis avant-centre à l'association de football de la rue. Meilleur buteur actuellement de cette association. Une idole, c'est Samuel Eto'o. Je joue gardien. Des promoteurs comme Jean-Jules Co pensent déjà à construire un bloc pour mieux préparer le championnat d'Afrique de football de rue prévu en terre camerounaise en janvier 2022. Alain, le football de rue, tout le monde l'a connu et ça on aime bien. On devient fort en pratiquant le football de rue. Tout le monde l'a connu et le petit nom de Jean-Paul Lacono, c'est Manusson. Je pense que lui, il l'a bien connu en jouant dans le canon sportif de Yaoundé. Et même mes amis ivoiriens, notamment Salmon Kalou, ils ont joué avec des espèces de tchanchous, des espèces de chaussures en plastique. Ils jouaient sur du goudron avec des Yaya Touré, les Kolo Touré. Donc ils me l'ont raconté. Voilà. Le leket. Voilà. Vous voyez que c'est bien dit. Moi, je jouais pieds nus aussi, moi. Ah ouais, moi, je profite pour faire l'annonce que je suis l'ambassadeur du super tournoi d'Abras, qui est le plus grand tournoi de Maracana foot de rue, à Abidjan, qui va se dérouler en juillet. Donc, du coup, on a déjà Africa 24 en Côte d'Ivoire sur place comme partenaire. Ça sera une très, très grande fête et on va dénicher de très grands talents là-bas.
Oh, merci beaucoup. Plusieurs sélections font appel aux entraîneurs locaux, justement, pour manager leur équipe. Voyons ce sujet de la rédaction également. Sur les 16 équipes engagées à cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, 12 sont dirigées par un sélectionneur africain. Un événement, surtout quand on sait que le football africain est généralement dominé par des entraîneurs occidentaux. On a 12 sélectionneurs sur 16. Or, aujourd'hui, lorsqu'on prend par exemple une compétition de la CAF, généralement une compétition de la CAF, à l'instar de la CAN Senior, généralement le pourcentage est très réduit. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une véritable évolution. Et c'est ça aussi l'objectif d'une compétition comme celle-là, c'est de pouvoir promouvoir les compétences locales. Et pour cette 6e édition qui se tient au Cameroun, les 2 sélections finalistes de ce CHAN auront à la tête de leur banc de touche des sélectionneurs nationaux, à savoir Nouhoun Diani du Mali et Houssine Amouta du Maroc. C'est aussi une opportunité de piocher parmi ces entraîneurs locaux-là, ceux qui quelque part peuvent participer à l'émergence ou même au succès de l'équipe nationale senior. De l'avis de certains analystes sportifs, cette forte représentativité des coachs locaux à ce 6e CHAN marque peut-être le début de la fin du règne des sorciers blancs dans le domaine footballistique en Afrique. Issa Doumbia, vous avez reçu votre formation à Barça, vous avez tenté quelque chose sur le continent, même en Côte d'Ivoire, et c'est bien pour vous qu'il y ait justement des techniciens locaux qui sont à la tête de ces sélections? Franchement, c'est une grande fierté parce que comme ça, on donne de la chance à la graine populaire qui est en Afrique, qui est pétrie de talent. Donc j'espère que cela va durer, cela ira sur une continuité. Il faudra donner la chance, bien évidemment, aux entraîneurs locaux qui apprennent souvent même à l'Occident, afin qu'ils puissent s'exprimer au maximum. Et voilà, parce qu'ils sont beaucoup plus proches, ils connaissent les réalités des jeunes. Et je pense que ça peut donner un engouement au niveau du football africain représenté au monde. Alain, Fabien, vous tranchez pour il faut qu'il y ait encore même dans l'équipe A. Moi, je ne comprends même pas qu'on puisse encore faire des supputations et des conjectures en ce qui concerne les entraîneurs locaux. Je voudrais simplement que le bal s'arrête là. Il faudrait qu'on donne la compétence aux gens qui sont... Si on continue encore à donner la possibilité aux expatriés de pouvoir nous entraîner, il va falloir qu'on leur donne la possibilité aussi de pouvoir avoir les mêmes joueurs sur le terrain de football. Donc voilà, on a des joueurs qui sont des joueurs majeurs, des joueurs qui sont connus à travers le monde entier, qui ronronnent même avec le ballon d'or. Donc moi, je ne vois même pas pourquoi on doit encore faire ce débat-là. Je voudrais simplement qu'il y ait le culte d'oxymore, une douce violence pour que ça s'arrête une fois pour de bon. Alain, là vous allez être un peu triste, mais nous n'y sommes pour rien, c'est la désillusion des Lions indomptables qui termine 4e. André Fidèle et Joël Ballot. Pour certains, le niveau de jeu était trop élevé pour les joueurs de Martin Tungu-Pili, sélectionneur de cette équipe A'. Les Lions n'ont pas brillé par leur engagement. Je crois que le vrai problème est au niveau du jeu collectif. On ne voit pas le beau jeu qui a été développé lors de la rencontre contre le Congo par exemple. Nos joueurs ne sont pas à la hauteur. Nous n'aurons pas les yeux. Le Maroc est très avancé en termes de matière de football. Ils ont un championnat. Nous n'avons pas de championnat. Et malgré une défaite qui ne faisait plus l'ombre d'un doute pour les A' camerounais, la confiance n'a pas quitté certains supporters passionnés. Je connais le Cameroun c'est un pays de football. Mais déjà, je suis fier du parcours des Lions indomptables là. Parce que normalement, il faut le dire, pour un pays qui n'a pas de championnat depuis 8 mois, ce que ces enfants ont fait, c'est formidable. Avant de sortir de la peau de supporters, certains peuvent se permettre un selfie pour la route, sans doute le dernier dans cette fan zone. Alain Fabien qui est un peu en colère, il va l'exprimer tout à l'heure. Justement, l'histoire de Florent Ibenge, il semblerait qu'on a fait comprendre, qu'on a fait croire que les joueurs de la RDC avaient la Covid. Bon, on dit la Covid, je dis le ou la Covid. Que pensez-vous de cette histoire? Ça fait polémique. Moi, je rejoins Alain tout à l'heure lorsqu'il expliquait que tout se passe pendant les 90 minutes. Je pense qu'il faut rester réaliste et laissons la partie d'être idéaliste. Il faut rester réaliste. Un match de football, ça se prépare. C'est les stratégies tactiques qui se mettent en place et après, il ne faut pas trouver des excuses parce que ça ne fait pas avancer le football du pays, c'est-à-dire le football national, et ça ne donne pas une bonne image de la sélection. Alain, c'est même inélégant de pouvoir justifier sa non-performance parce que quand on a été champion de ce champ-là 2 fois, comme la RDC,
et continuer encore à épiloguer sur un schéma pareil, je trouve ça inélégant. Donc les supporters de la RDC ont eu tort? Non, je ne sais pas que les supporters de la RDC ont eu tort. Les supporters de la RDC n'ont pas toujours la bonne information en ce qui concerne cette affaire de crise sanitaire. Alors, ça dépend des informations qu'on leur donne. Si vous avez déjà un entraîneur qui dit au scandale, on est en train de nous laminer exactement hors du stade, c'est normal que les spectateurs y suivent simplement leur entraîneur. Donc, il faudrait simplement remettre l'église au centre du village et dire simplement que au niveau de la performance attendue par la RDC, elle n'a pas été une bonne performance. Et la RDC doit comprendre que être champion en 2002 devait plutôt honorer le fait de participer à ce grand championnat et de dire bravo au Cameroun et non supputer encore sur des images qui me paraissent inélégantes, comme je l'ai dit tantôt. Voilà, d'où peut-être l'énervement aussi de Florent Ibenge en ce moment avec l'AS Vita Club. Et puis les Marocains ont tout raflé, meilleur buteur, meilleur joueur, grâce à Sofiane Rahimi, l'ailier du Raja de Casablanca, qui termine avec 5 buts au compteur. Le joueur de 24 ans finit en effet le tournoi comme meilleur buteur devant le Guinéen. Niania Barry, 3 buts, et puis élu l'homme du match également à 3 reprises. Je vous demande... où je vous propose de revenir sur cette victoire marocaine et la joie des Lions, donc de l'Atlas. Regardez. Ils l'ont refait. Comme en 2018, le Maroc vient de décrocher son deuxième titre consécutif dans ce championnat d'Afrique des Nations en venant à bout de la redoutable défense malienne. Après une première mi-temps rude dominée en partie par le Maroc, les deux équipes terminent par un score de parité, 0 but partout. La petite crainte, c'est que essoufflé, peut-être en deuxième période et avec l'expérience des Marocains, qu'ils n'arrivent pas à faire la différence. La deuxième mi-temps entamée, c'est donc à la 68e minute que le Maroc ouvre la marque. 10 minutes plus tard, les Maliens verront leur espoir s'écouler par ce deuxième but d'El Kabi de la tête. Le Mali, pour la deuxième fois en finale, après celle de 2016, face à la RDC, n'a toujours pas remporté le titre. On aurait assisté à une très belle finale aujourd'hui si l'arbitrage et le VAR n'avaient pas gâché cette fête. Jusqu'ici invaincu, le Maroc inscrit son nom en lettres d'or dans cette édition et repart avec plusieurs titres, donc le meilleur joueur, le meilleur gardien, le meilleur buteur. Il rejoint les Léopards de la République démocratique du Congo avec 2 trophées dans cette compétition. Messieurs, avant de retrouver vos commentaires, nous regardons les images du pays qui va accueillir le prochain CHAN, c'est l'Algérie. Ça va être une belle fête du côté de l'Algérie. Messieurs, qu'en pensez-vous de cette finale marocaine? Les Nord-Africains encore qui ont eu du succès. En même temps, nous allons voir la carte de l'Algérie. Alain? Le Maroc était au-dessus. Mais vous pouvez m'éviter le supplice d'avoir montré les buts camerounais, les buts marocains contre des Camerounais. Vous pouvez m'éviter ce supplice-là quand même. Non, les Marocains ont été très au-dessus de la compétition. En général, ils ont commencé timidement et ils sont montés en puissance. Et ils ont regardé exactement le blason du meilleur vainqueur de ce CHAN-là. Donc je pense quand même qu'il n'y a rien à redire là-dessus. On peut dire ce qu'on veut et peut-être que le Maroc reviendra même du côté de l'Algérie dans quelques années. 2 mots. Félicitations au Maroc, mais moi je reste très satisfait de mes compatriotes maliens et j'encourage cette fédération à poursuivre dans cette dynamique afin de voir encore le Mali tant au sommet. Voilà, nous allons passer au football international avec l'FC Nantes qui a bougé, qui fait bouger les choses. L'entraîneur Raymond Domenech qui avait 7 matchs sans victoire, eh bien, a perdu sa place au profit de notre ami de la Nouvelle-Calédonie, M. Antoine Kambouaré, que vous voyez en image. Premier match pour Antoine. Et victoire face à Angers sur le score de 3-1. Et puis je voudrais aussi vous signaler bien que des traces de furosémide ont été retrouvées chez le joueur camerounais de l'Ajax, André Onana, qui a été suspendu pour 1 an par l'UEFA. Et puis, autre problème aussi pour l'Ajax d'Amsterdam, c'est d'avoir oublié d'inscrire justement le joueur franco-ivoirien Sébastien Haller sur la liste pour l'UEFA pour participer à la Ligue des Champions. Et ça vous demande une réaction peut-être? Franchement, c'est à un tel niveau, on ne peut plus s'attendre à ce genre de négligence et Sébastien Haller, il était sur une très bonne forme et c'est quand même dommage qu'il ne soit pas sur la liste. Je dirais ça fait vraiment mal au cœur, mais bon, j'espère que émotionnellement il sera bien et puis pourra revenir, pourra bien rebondir.
Issa Doumbia, c'est votre livre. Dites-nous 2 mots de ce livre. Alors, le livre 100% choisit des vices favorables à son développement. Il est constitué de 100 citations de leitmotiv, de motivation, pour dire que voilà, chacun a une étoile en lui, qui sommeille en lui, qui doit faire briller. Et je profite de cette occasion pour saluer tous les amis de la Junti, en particulier M. Sissé Abdelkader, qui est le président, qui suivent tous Africa 24 avec beaucoup d'émotion, Daouda Fanex, Ben et toute la famille de la Junti. Voilà, et puis vous parlez même d'infidélité, ça ne concerne pas Alain, ça, cette histoire. Il parle d'infidélité dans son... J'espère que mon épouse Pauline ne vous suit pas parce que ça ne me concerne pas du tout. Exactement. Je ne sais pas pourquoi à qui vous vous adressez. C'est des citations qui sont... C'est des jeux de mots. C'est des jeux de mots, donc du coup j'essaie de faire un jeu de mots. Je trouve des mots bien favorables afin que chacun puisse... tirer de l'épingle une citation et puis se sentir mieux. Merci. Et puis n'oubliez pas que ce mardi 16, l'équipe du Paris Saint-Germain va en Espagne pour rencontrer le FC Barcelone. J'espère bien que le Paris Saint-Germain va faire pleurer Issa Doumbia. Neymar n'est pas présent, hein. Neymar n'est pas là, donc du coup nous on est encore plus. José, avec votre permission, je voulais quand même en vision annoncer simplement que j'amène trois gaillards du côté du Cameroun, notamment Stig Malé, Luc Sonor, Didier Ovono, pour éduquer des jeunes Camerounais qui veulent jouer au football de moins de 17 ans, pour pouvoir simplement leur dire qu'il peut arriver que vous ne soyez pas footballeur professionnel. Donc ça sera au mois de mars. Ça m'aurait gêné de ne pas le préciser sur la grande chaîne Africa 24. Super ce que vous êtes en train de faire. Bravo, monsieur Alain Fabien. Applaudissements. Merci, messieurs, d'être venus. Vous connaissez la maison. Quand vous voulez, vous revenez. Un plaisir. Dans la 3e partie, nous parlons d'inceste. À tout de suite. Dans cette 3e partie d'émission, nous parlerons du fléau qui touche et a touché beaucoup de jeunes femmes. Il s'agit de l'inceste et les agressions sexuelles avec une vague de dénonciation depuis quelque temps. Aujourd'hui, une grande athlète est sur notre plateau pour nous dire ce qu'elle a vécu à l'adolescence et comment vit-elle justement aujourd'hui cette atrocité et comment a-t-elle géré aussi sa carrière et quel message veut-elle lancer. Présentation de nos invités juste après ce sujet qui est présenté par Gladys Mwamba. Regardez. Pauline Ekambi a été l'une des meilleures joueuses internationales de basket. De père camerounais et de mère française, elle a porté le maillot de l'équipe de France de 1980 à 1993 en remportant 2 médailles d'argent lors du championnat d'Europe junior 1981 et du championnat d'Europe 1993 avec l'équipe de France. Première joueuse française à jouer dans le championnat américain de NCAA. Après avoir détenu le record de sélection en équipe de France de 154 pendant plus de 20 ans, pour ensuite passer le relais à Céline Dumerc avec 262 sélections, Pauline passe à la 2e place des joueuses les plus capées. Elle commence le basket à 13 ans et demi à Sainte-Geneviève-des-Bois en région parisienne. Elle intègre le sport-études basket à l'INSEP à 14 ans et demi en 1977. Elle termine sa carrière de joueuse professionnelle à 35 ans au club de Bordeaux-Chanteclair. Après avoir côtoyé les équipes telles que le Stade français, Maris Collège Red Fox, Villeurbanne, Stade français Versailles, Orchy, Bordeaux, Adia Paris Racing et Clermont-Ferrand. Douée pour le basket, elle a cumulé de nombreux titres. Victime d'inceste pendant son adolescence, Pauline Ekambi a décidé de parler et vient s'exprimer dans l'AFC sur Africa 24. Voilà, Pauline, vous êtes notre invitée victime de l'inceste par votre propre père. Votre maman n'a pas osé dénoncer, on en parlera tout à l'heure. Et avec nous également sur le plateau, il y a Liliane Trévisan, grande plume du quotidien L'équipe, qui va aussi nous apporter son point de vue sur la question. Et c'est elle qui a publié le sujet concernant Pauline Ekambi. Bonsoir également, Liliane. Bonsoir José, bonsoir Pauline. Et rebonsoir Pauline. Alors, José, Pauline, première question. Bon, c'est toujours difficile pour un homme de poser des questions à une femme, mais on va essayer de faire le maximum. Ce sujet n'est plus de tabou. Beaucoup de femmes parlent aujourd'hui. Vous êtes une victime de l'inceste, je le disais, par votre père. C'est un soulagement d'en parler aujourd'hui. C'est un poids pour vous, en quelque sorte? Alors, j'étais victime enfant, mais aujourd'hui, je suis survivante de l'inceste. Ensuite, ce n'est pas un soulagement ni une dénonciation, c'est que la parole se libère. Mais la parole, nous, on a toujours parlé, enfin, les victimes, hein, en général,
On a toujours parlé, moi j'ai toujours parlé, j'ai parlé à ma famille, à mon entourage. C'est juste que la société aujourd'hui semble enfin écouter. C'est surtout ça, le changement et le soulagement. Oui, alors vous étiez adolescente, pardon. Oui. C'est depuis l'âge de 14 ans que vous avez été victime ou que les choses ont commencé. Pourquoi n'avez-vous pas justement fait la publicité avant? Est-ce que vous vous sentiez, vous aviez peur d'une culpabilité Non, parce qu'à l'époque, déjà j'étais détruite. On n'en parlait pas, ou enfin en tout cas quand on en parlait nous, on nous étouffait dans notre silence. C'était tabou, c'était la victime qu'on réduisait au silence pour préserver soi-disant la famille, alors que l'agresseur, donc moi en l'occurrence c'était mon père, a transgressé le tabou ultime de l'inceste, quoi, de violer, en fait il faut mettre le terme viol, de sa propre fille. Et donc c'est une déflagration pour la victime que j'étais à l'époque. On est complètement, tout s'effondre, tout se déstructure. Donc il a fallu que je me reconstruise. Et grâce au sport d'ailleurs, ça m'a beaucoup apporté pour ça, pour pouvoir ensuite un jour affronter mes parents là-dessus. En tout cas. Vous avez eu peur, avant de se tourner vers Liliane, vous avez eu peur des représailles à l'époque aussi. Et est-ce que vous vous sentiez soutenue justement? Alors, j'ai pas eu peur des représailles pour la bonne raison que pour moi, j'étais dans mon bon droit et que j'étais absolument en colère et une soif de justice, en colère envers mes parents qui m'avaient trahi, parce que c'était rien que ça, parce que j'étais très 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 proche de mon père avant. Et ensuite, non, j'ai pas senti de pression ou autre, parce que seul mon envie de justice et de colère m'animait et me motivait. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question en entier. Là. Oui, non, mais tout à fait, on aura compris. Liliane, je m'adresse d'ailleurs à vous deux maintenant. Certains documents mettent en cause justement la presse concernant les pédophiles et le pédocriminel. On n'arrive pas toujours à faire la différence. Alors moi, j'ai été effectivement chercher la signification exacte pour le pédophile. C'est celui qui ressent une attirance sexuelle pour les enfants, qui recherche aussi et pratique des relations sexuelles. Pour le pédocriminel, c'est plus difficile. Moi, j'ai déterminé que c'est exercer des agressions sexuelles sur des enfants mineurs. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose pour vous, Liliane? Je crois qu'il faut arrêter tous ces débats pédophiles, pédocriminels. Je crois qu'il faut s'en tenir juste à un principe de base qui est incontournable, c'est on ne touche pas à des enfants sexuellement. Voilà. Après, vous appelez ça comme vous voulez, c'est de la pédophilie, de la pédocriminalité. Pour moi, tout ça se ressemble. Et en fait, l'essentiel, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que ce n'est pas une banalité, ce n'est pas quelque chose qui peut-être a pu être admis à une époque, ou peut-être peut se pratiquer. Non, on ne touche pas à des enfants sexuellement, c'est impensable, c'est interdit. Alors, on y reviendra tout à l'heure avec Audrey Pulvar, mais c'est la fille d'un grand syndicaliste martiniquais, Marc Pulvar, qui... Audrey disait justement qu'il déclarait qu'elle est une fille de pédocriminel, la fille de monstre pour évoquer son père. Vous avez la même image aussi de votre père? Bien sûr, mon père, à partir du moment où il a violé, il m'a violé, tout simplement, il s'est approprié mon corps, ma vie, il a brisé ma vie. Il n'était plus mon père à ce moment-là, c'était devenu un monstre, quelqu'un dont il fallait me libérer de son emprise, quelqu'un qui ne méritait plus que je l'appelle mon père. Oui, bien sûr que c'était devenu un monstre, quelqu'un à soigner à l'époque, pour moi, à mes yeux. Oui. Liliane, vous êtes journaliste de presse écrite, un grand journal. Vous avez dû rencontrer beaucoup de cas de sportifs qui n'osent pas, justement, de sportives, qui n'osent pas parler pour l'instant. Alors, si on se place dans le cadre des violences sexuelles globales commises dans le milieu du sport, oui, c'est très très difficile de libérer la parole.
J'entends, voilà, Pauline, elle est encore un tabou en dessous de tout ça, puisque elle, c'est dans le sein de sa propre famille. Et c'est déjà très difficile quand vous avez des agressions sexuelles commises par des entraîneurs, par des dirigeants, sur de jeunes athlètes professionnels, dans le cadre du sport professionnel. C'est un combat d'ailleurs que l'équipe mène avec beaucoup de persévérance. Donc c'est très difficile déjà de libérer la parole dans le sport, qui est un milieu fermé quand même, qui est un milieu qui vit un petit peu en famille. Voilà, donc déjà ça l'est très difficile de libérer la parole, mais pour Pauline, à mon sens aujourd'hui, c'est la seule sportive pro, enfin la sportive reconnue qui a osé parler de ça, parce que là il faut franchir un blindage de plus, il faut perforer un blindage de plus, c'est-à-dire il faut mettre à mal sa propre famille. Et là pour l'instant, je n'ai pas eu connaissance de sportifs ayant osé franchir ce pas, à part Pauline, parce que ça demande un courage supplémentaire. Il ne s'agit pas de transgresser uniquement le milieu du sport, le statut du sportif. C'est souvent, et elle peut le confirmer, Pauline, c'est faire voler en éclats sa propre famille. Et ça, c'est quand même quelque chose que tout le monde n'a pas forcément ni le courage, ni l'envie de faire. Et ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande une capacité à prendre ses responsabilités que n'ont pas forcément des victimes qui ont été traumatisées très très jeunes et qui souffrent souvent d'ailleurs de ce qu'on appelle, ça fait un peu débat aujourd'hui par rapport à la prescription, cette amnésie traumatique qui est ce réflexe des victimes à évacuer de leur mémoire tout ce qui peut rappeler la violence, la destruction de ces moments-là. Et donc c'est quelque chose de très difficile à faire sortir, cette notion d'inceste, de viol incestueux, parce que c'est la famille. Et la famille, alors déjà, transgresser dans la famille du sport, c'est très dur. Et transgresser dans sa propre famille par-dessus, c'est presque insurmontable. C'est un peu la fin de l'omerta, en quelque sorte. On peut... En fait, non, oui, moi je rebondirais parce que ça a pris du temps, évidemment, pour moi. J'avais toujours l'intention d'en faire un combat pour les autres. Mettre la société face à ses responsabilités aussi, vis-à-vis de ce crime, parce que c'est un crime de masse qui est universel, on va dire, ça ne touche pas une culture par rapport à une autre. Et j'ai attendu d'abord d'affronter mes parents un peu plus tard, puisque Et à l'âge de 40 ans, il semblerait que vous ayez une réunion de famille et vous vous êtes un moment énervé, vous avez... En fait, non, j'ai affronté mes parents, comme je leur avais dit quand j'étais plus jeune, où ils avaient encore l'emprise sur moi. Donc je me suis battue d'abord pour avoir mon indépendance, ensuite me reconstruire, et ensuite, à l'âge adulte, je suis allée voir mes deux parents pour qu'ils avouent, je voulais qu'ils avouent leur crime, qu'ils lavent mon honneur, parce que pour pouvoir agir comme mon père a agi, il m'a déshonoré vis-à-vis de la famille. Pour moi, c'est pas moi qui a fait voler la famille en éclats, c'est lui. Et c'est ma mère en tant que complice. C'est ceux qui n'ont rien fait. Et votre mère, elle faisait rien? Rien du tout, parce que j'ai une mère qui était plus une... Allez, on va dire, elle n'était pas une maman me concernant, c'était déjà très jeune, elle me considérait comme sa rivale. La relation que mon père et moi avions quand j'étais plus jeune, c'était, on peut dire, j'ai une maman jalouse. Du coup, ça l'a, dans sa tête, c'était plus important de me sacrifier, comme elle disait. J'ai sacrifié un enfant pour préserver ma petite vie, ma petite cellule. Donc ça aussi, c'est très violent. Et pour ça, j'ai, plus tard, après ma carrière, j'avais décidé d'aller les affronter. Parce que d'égal à égal, maintenant adulte à adulte. Voilà. Pauline, un témoignage justement à votre attention. Regardez ce témoignage. Oui, bonjour Pao, je ne peux pas être à tes côtés ce jour. Néanmoins, je tiens à te faire part de mon témoignage d'amitié et de sympathie suite à la révélation qui m'a paru comme un coup de tonnerre, pire que ça, comme un tsunami. Je voulais te dire que je suis de tout cœur avec toi, je te soutiens à fond dans ta démarche et je sais que ça n'a pas été évident de le faire parce que c'est quand même quelque chose de très 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 destructeur qui s'est passé et tu as pu malgré tout cela te réaliser dans le sport, te réaliser dans tes études, te réaliser dans ton couple. Je tiens à te tirer mon chapeau, je te dis bravo, c'est pas évident. Ton témoignage aidera beaucoup d'autres qui probablement peuvent être dans la même situation que toi,
Donc, beaucoup de courage et tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Je t'embrasse très fort. Pauline, une réaction avant de retrouver Liliane de nouveau? Écoutez, pardon, José, je suis extrêmement touchée par le message de Samuel et d'autant plus que Samuel se bat aussi sur ce terrain-là, c'est-à-dire qu'il se bat contre les crimes commis envers les enfants, les crimes sexuels, que ce soit intrafamilial ou dans le sport. C'est un combat qui mène depuis longtemps, donc oui, non, je suis particulièrement touchée par son message, tout à fait. Liliane, vous pensez qu'il y a des personnes, des langues qui vont se délier encore, des personnes qui vont parler Écoutez, en tout cas, je ne peux pas m'avancer là-dessus, je le souhaite. Si je m'en réfère à mon expérience de journaliste ayant exposé certaines violences sexuelles, comme ça a été le cas récemment dans une affaire de natation, où j'ai rencontré une jeune nageuse extrêmement courageuse qui a voulu témoigner des viols dont elle avait été victime. Et effectivement, son témoignage paru dans la presse a déclenché d'autres témoignages qui ont permis de relancer l'enquête. Bon, là, on est dans une enquête pour viol, c'est différent, elle avait porté plainte, etc. Mais ce qui est vrai, c'est qu'une fois que ça a été publié, il y a eu beaucoup de réactions de nageurs et de nageuses, notamment de nageuses, qui avaient connu l'agresseur et qui, du coup, ont été prêtes à témoigner. Ce qui a permis de relancer l'enquête, ce qui dans ce cas-là était vraiment quelque chose de phénoménal. Après, voilà, oui, moi je souhaite que, comme le disait Pauline, que ça libère la parole, que les gens qui ont vu le courage qu'elle a eu se disent pourquoi moi je ne le ferais pas aussi. Après, il faut peser le pour et le contre, c'est ce que je disais à Pauline, et quand j'ai appris, quand elle m'a confirmé ce qu'elle avait vécu, je m'en suis voulu à moi aussi. Parce qu'en tant que journaliste, je l'avais suivie. J'avais vu la joueuse qu'elle était, j'avais fait des déplacements avec elle, je l'avais vue évoluer, jouer, vivre. Et pas une seconde, je me suis doutée de ce qu'elle avait pu endurer, de ce que ça avait pu être ses souffrances. Donc je pense que s'il y a d'autres sportifs qui effectivement sont dans le même cas qu'elle, et s'ils pensent, s'ils ont la conviction un jour qu'intimement ça va leur faire du bien d'en parler, alors oui, il faut qu'ils en parlent. Ouais. Liliane, nous allons enchaîner, il nous reste à peine 2 minutes. Bon, ça passe tellement vite. Autre victime, c'est la Martiniquaise Karine Mousseau, avec ses cousines qui ont connu des attouchements, vous regardez en image, par leur oncle, justement, très très jeune, entre 7 et 10 ans. Et c'est le père d'Audrey Pulvar qui est responsable. Écoutez ce que disait Audrey Pulvar, adjointe d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Cela a été un choc très profond pour mes proches et moi. Tant qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer publiquement, ce n'était pas à nous, à moi, de nous substituer à leurs paroles de victimes. Elles sont en mesure et ont décidé de le faire aujourd'hui. Je les soutiens pleinement et admire leur courage. Je souhaite qu'elles soient entendues et que leurs paroles soient respectées. Il nous reste à peine 2 minutes. Liliane, je vais vous donner la parole. Ensuite, je vais laisser à Pauline le soin de conclure parce que c'est elle qui est victime. Un petit mot rapide. Bah écoutez, je voulais continuer sur ce que j'étais en train de dire, à savoir que s'il y a des sportifs qui ont vécu les mêmes horreurs dans leur enfance, qui portent ce poids depuis des années, qui ne savent pas quoi en faire en fait, qui cherchent à se reconstruire alors que c'est très compliqué, très dur, il faut partir de très loin, et bien qu'ils fassent comme Pauline. Je pense qu'elle est un exemple quand même assez magnifique de ce qu'on peut réaliser à tout point de vue depuis qu'elle s'est redressée et qu'elle a pris sa vie en charge alors qu'elle partait d'un champ de ruines, parce que quand on viole un enfant, oui, on le met en ruine. Pauline, le mot de la fin, vous voulez aussi vous adresser à l'Afrique, je sais, au Cameroun. Déjà, moi je suis très contente d'avoir reçu des messages de soutien de la famille au Cameroun, beaucoup, parce que je ne l'ai pas reçu à l'époque où j'ai appelé au secours d'une partie de la famille en France et même camerounaise. Donc ça veut dire que les mentalités changent aussi, évoluent là-bas aussi. Donc voilà, je les remercie. Ensuite, écoutez, moi je suis, comme je le dis, une survivante et je voulais donner l'espoir aussi qu'on peut s'en sortir. Mais surtout que la famille, qu'on écoute davantage les enfants, qu'on arrête de préserver l'agresseur, qu'on cesse de préserver un agresseur, où on le fait soigner, où on le sort de la famille, parce que c'est lui qui fait voler la famille en éclats, c'est lui qui jette la honte sur la famille et non pas la victime, de ne pas se tromper.
Voilà. En tout cas, merci à Liliane Trévisan d'avoir fait le déplacement pour venir donc s'exprimer sur nos antennes dans l'FC aujourd'hui. Viviane, grande fan de l'équipe. Si vous achetez l'équipe, c'est vraiment une spécialiste du basket. Je vous lis entièrement. C'est gentil, j'apprécie. Oui, oui. Et puis Pao, qui est une bonne amie depuis longtemps, que je connais depuis l'âge de 17 ans, lorsqu'elle évoluait donc, dans les équipes parisiennes notamment. Merci pour votre attention. On se retrouve lundi prochain, même heure, même antenne, pour un nouveau numéro de l'FC.